Objets du quotidien pour la maison, accessoires pour les professionnels, utilitaires ou décoratifs, ces éléments sont tous façonnés à partir de fibres végétales, l'osier. Tressé blanc ou brut, souple et résistant, il est travaillé depuis des siècles à Villaines-les-Rochers, dernier village à préserver le savoir-faire ancestral de la vannerie. On peut tout faire en vannerie, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et tout dépend de l'envie de création du vannier ou de la vannière, de l'imagination. La matière première est cultivée dans les vallées, à quelques kilomètres du village, sur des terrains limoneux et humides. L'hiver, l'oseraie et satin typiques colorent les paysages. Coupés après la première chute des feuilles, les brins qui peuvent dépasser les 3 mètres sont débarrassés des impuretés comme l'herbe et le liseron. Une fois que le tri est fait, on prend l'osier et on l'emmène pour le calibrage dans le tonneau. Corentin Bizière est osiericulteur depuis plus de 30 ans. À l'œil, il calibre les brins tous les 20 cm. Donc après, on trie par taille l'osier. Donc ça, c'est du 2,60 m. Tout ça, c'est la pousse de l'année. Ça va être poussé dans une année. Et sur la même souche, vous pouvez avoir des brins de 0,60 jusqu'à 3 mètres. Les bottes d'osier sont ensuite placées dans des bassins, plusieurs semaines dans quelques centimètres d'eau. C'est la végétation artificielle, une technique pratiquée depuis des siècles. C'est pour que le brin d'osier reprenne la végétation, que la sève remonte dans le brin au printemps et qu'au mois de mai, on puisse enlever l'écorce. C'est-à-dire qu'au mois de mai, il va y avoir plein de feuilles et ça va nous permettre, avec la sève qui va être remontée dans le brin, pouvoir le passer dans une machine qui va décortiquer le brin. L'osier brut ou écorcé est stocké dans les greniers plusieurs mois avant d'être travaillé par les vanniers. La coopérative du village concentre près d'un tiers des artisans français. Depuis des siècles, les techniques et les outils ont peu évolué. Geste après geste, la pièce prend forme. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment le fait de partir de rien et d'arriver à un résultat et aussi de tresser une fibre végétale et de me dire que même si l'article, dans quelques temps, il ne sert plus, on le remet à la nature et il n'y aura aucune conséquence sur l'environnement. Isabelle Duvaux a été la première apprentie de la coopérative. En 42 ans, elle a vu les demandes monter en gamme. Le moindre défaut est exclu. Là, depuis quelques années, la demande vient plutôt des maisons de luxe qui nous font travailler sur des vanneries assez haut de gamme et très pointues. C'est bien parce que ça élève le niveau en vannerie. La maîtrise des techniques de tressage demande des années de pratique. Malgré le déclin de la vannerie, le savoir-faire ancestral est toujours transmis aux nouvelles générations. Avec plus de la moitié de la production française réalisée ici, la coopérative est la dernière dont l'activité est encore viable, malgré la concurrence de l'Asie et de l'Europe de l'Est. On est responsable de protéger un environnement qui va nous permettre de travailler. J'utilise des outils qui sont qu'à force d'homme, c'est des outils ancestraux, c'est le filet fixe, les nasses, les lignes de fond. Une ligne de fond, par définition, si on prend quelque chose, on prend qu'un poisson. Géographe de formation, Thierry Bouvet a succombé à l'appel de la Loire sur le Tard en 2014. Il exploite une zone de pêche d'une 60aine de kilomètres autour de Tours et d'Amboise. Il ne relève ses filets qu'au printemps et à l'automne, 3 fois par semaine, pas plus. Essayez de percevoir avant qu'on lève. Il n'y a pas des coins de pêche. Il y a des moments qui vont convenir. Donc l'objet, c'est d'avoir une bonne lecture du territoire et de se dire, tiens, là, en ce moment, ça va être propice. Mais dans 10 jours, ça ne le sera plus. Après plusieurs levées infructueuses, la première prise se dévoile, enfin. Une toute petite perche. Une perche gourmande. Voilà. Elles sont assez rares. Celle-là, je vais la remettre à l'eau. Chaque sortie est différente, au rythme des saisons et de la Loire, sereine et sauvage. Il
Hier soir, par exemple, en allant poser les filets, il y avait sur une plage un peu plus loin, il y avait un énorme castor. On partageait le territoire, on partageait ce bonheur, cette sérénité d'être là. Au fil des ans, ces choix de pêche ont évolué, dictés par les ressources. Ces lignes de fond ciblent un carnassier abondant, le silure. C'est une ressource importante qui est passée depuis une dizaine d'années d'un tiers de la production à plus de 60-70%. C'est dans son laboratoire à Montlouis-sur-Loire que l'artisan pêcheur découpe ses prises pour les transformer. Les déchets, 2 tiers du poisson, sont aussi valorisés. Ça représente quand même du gaspillage par rapport à ce qu'on a sorti de l'eau. Donc moi, ce pourquoi je me suis installé, c'est pour réhabiliter cette recette de poisson fermenté. Le garum, un condiment hérité des Romains, est disparu au Moyen-Âge. Ce qui importe, c'est de favoriser le contact entre le sel et la matière. Le sel est le seul ingrédient ajouté. Il régule la fermentation dans le fût, minimum 1 an. Toute la matière va se transformer en ce jus qui va s'intensifier, vous remarquerez l'odeur qui est douce, qui n'est pas agressive du tout. Un exhausteur de goût à la robe ambrée et apprécié des restaurateurs. Avec d'autres pêcheurs de la région, Thierry Bouvet ambitionne de développer la préparation sous forme coopérative et de diversifier les recettes du garum ligérien. Le verre, c'est une matière qui est simple et compliquée à la fois. À la base, c'est simplement du sable qui a été fondu. D'un point de vue déjà soufflage de verre à la canne, les techniques sont infinies, mais quand on rajoute les autres techniques qui sont à côté où il y a des infinités de possibilités, je pense qu'il faut beaucoup de vie pour en faire le tour. Dans l'atelier ouvert au public, les fours bourdonnent jour et nuit. Celui qui maintient le verre en fusion est allumé en permanence. Si on l'éteint 5 heures pour une courte nuit, il faudrait 4 fois plus de temps au four à remonter à bonne température. Fondu à 1100 degrés, le verre se comporte comme du miel à la sortie du four et s'enroule autour de la canne. Le souffleur de verre tourne constamment son outil pour maintenir la matière en équilibre et lui donner une forme régulière avant qu'elle se fige. Une fois que c'est sorti du four, ça refroidit, ça durcit, et là ça va passer par plein de textures différentes en quelque sorte. Donc en fonction des températures et des couleurs, il y aura des moments où c'est plus dur, des moments où c'est plus mou, il faut s'y adapter. Le verre, il ne se laisse pas faire, il a des contraintes, donc c'est à nous de savoir comment il réagit pour l'emmener là où on veut et réussir à obtenir la pièce souhaitée. 10 ans de pratique sont nécessaires avant de maîtriser les nombreuses techniques. Certaines, comme celle du journal mouillé, ne sont pas enseignées à l'école. On utilise le journal simplement pour se protéger la main, parce que c'est la main qui vient façonner la matière, comme le potier travaille sa terre au final. Sauf que nous, la matière, elle est brûlante. Pierre Gallou a soufflé ses premières pièces il y a près de 25 ans. Il est devenu un mentor pour son collègue qui a rejoint la verrerie d'art après 4 années de formation. La verrerie d'art, oui, c'est sur le tas. Quand on est dans une verrerie, on ne sait plus le maître d'apprentissage parce qu'on a fini l'école, mais c'est quelqu'un avec de l'expérience qui nous donne des conseils, qui nous dicte comment faire, comment s'améliorer. Coloration, verre bullé, les artisans partagent aussi leurs techniques avec le public lors d'initiation. Ok. Harder. Stop. Aujourd'hui, cette touriste britannique assiste le verrier pour la réalisation d'une coupelle. Génial, j'adore. J'adore, je veux recommencer. Je suis très créative. Je peins, je chante, je joue du piano. En fait, j'aime tout ce qui est artistique. Vases, luminaires, décorations, les pièces d'art sont exposées dans une cave troglodytique, un écrin où le verre est magnifié avec les jeux de lumière. Le style ici, c'est de la pièce unique.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moule, il n'y a pas de série. Chaque pièce est faite, c'est le cas de le dire, avec la main. Des pièces de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros, comme le produit phare, la pomme. Esthétiquement, c'est très joli. La pomme, en fait, ça va dans tous les styles de décoration, quoi. Et puis là, elles sont mises en lumière, à la lumière du jour, c'est encore différent. Chaque année, la verrerie d'art accueille près de 6000 visiteurs, fascinés par le lieu et les créations uniques. C'est l'une des plus anciennes spécialités tourangelles, la poire tapée, une méthode de conservation qui remonte à la fin du Moyen-Âge. Au tout début, ils écrasaient la poire dans la paume de la main. C'est à Rivarennes, dans la vallée de l'Indre, que subsiste le dernier producteur. Cueillies ni trop vertes ni trop mûres, les poires locales sont stockées en chambre froide pour être épluchées de septembre à mars. Sébastien Dagneau a repris la suite de Christine Hérin en 2021, venue en renfort pour éplucher ses poires conférences. C'est une poire qui est la plus longue, c'est là où on a le plus de travail. Mais lorsqu'on fait par exemple de la comisse c'est une poire qui est relativement très ronde, donc là il y a beaucoup moins de travail à faire au couteau. Sur la saison, on va éplucher à peu près 12 tonnes de poires. Là, j'ai bien diminué la production par rapport à Madame Hérin, parce qu'à l'époque de Madame Hérin, on était quand même 4 ou 5 à travailler. Donc là, maintenant, je travaille plus que tout seul. Déposées sur des claies, la queue en bas, les poires sont ensuite déshydratées. Ce four imite les variations de température de son ancêtre à bois, les contraintes en moins. C'est un séchoir ventilé. Il a été conçu pour remplacer les fours à bois. Parce que le problème des fours à bois, c'est la manutention. Et surtout, c'est assez dur quand même à utiliser les fours à bois. Parce qu'une fois qu'on a attaqué la production de poire tapée, on peut faire que ça. Il faut une personne qui soit en permanence avec les fours. Après un lent séchage pendant 3 jours, les fruits secs sont aplatis avec cet outil en bois, l'aplatissoir. Le but de l'aplatissoir, c'est une base et surtout une butée pour ne pas éclater la poire. On va chasser l'air qui reste au niveau des pépins. Donc plus d'eau, plus d'air, donc plus d'oxydation. Mais il faut que la poire reste hermétique pour pouvoir se conserver. Et là, cette poire tapée, elle peut se conserver des mois, des années. À quelques kilomètres, ces bénévoles entretiennent ces vergers destinés à la production et aussi à la conservation de variétés locales. Ce qu'il faut, c'est éviter pour le passage de sève qu'il y ait trop de bifurcation. Une chose comme ça, tu la vires carrément. Faut pas hésiter. Le territoire a toujours été lié à sa spécialité. Un âge d'or au 19e siècle avec une production de 150 tonnes par an, expédiée vers Paris et au-delà, grâce à la Loire qui facilite le commerce. Il y a toujours eu de la poire tapée sur Rivarennes, mais ça s'est développé très fortement grâce ou à cause, selon, à cause de la phylloxéra, où les agriculteurs ont su se reconvertir pour pouvoir poursuivre une activité et pouvoir vivre. Ces passionnés font vivre ce patrimoine local à travers la maison de la poire tapée, où se raconte son essor, son déclin au début du XXe siècle, concurrencé par de nouvelles méthodes de conservation. Le savoir-faire disparaît peu à peu, jusqu'à renaître à la fin des années 80 grâce à la mémoire des anciens, un patrimoine fragile encore aujourd'hui, avec seulement un seul producteur en activité.